Amis, donc ce travail qui a été mené de main de maître par Vanina sur la chronique de Giovanni Della Grossa, qui est un travail considérable. Alors Giovanni Della Grossa, bien évidemment, pour moi qui était un ancien étudiant, comme beaucoup d'entre vous, probablement à l'Université de Corse, je peux manquer d'y penser avec une certaine émotion, et notamment au cours que nous avions au Palazzo Nazionale. J'ai découvert cette chronique avec Jean-André Cancelliere. Alors nous disposions à ce moment-là des éditions, j'allais dire anciennes, hein, puisque réalisées notamment sous l'égide de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse. Et le travail que tu as réalisé avec ton équipe, c'est un travail digne du plus grand intérêt, d'une part parce qu'il met à disposition d'un très large public, en quelques clics, un document qui est un document ancien et rare, et l'un des documents les plus fascinants sans doute de l'histoire de la Corse, non pas parce que c'est le premier, mais parce que c'est véritablement un réservoir d'images, d'informations qui est quasiment inépuisable, et vraiment bravo pour ce travail. Alors je sais qu'il y a c'est l'amorce d'un travail qui va se poursuivre dans le temps. Moi j'assiste bien évidemment et je soutiens cette édition numérique. Ce projet il a été conçu en réponse à un appel à projet de la collectivité de Corse sur les fonds européens de développement régional. Donc il a eu le soutien d'abord de l'université et du laboratoire LISA, à l'époque dirigé par Marie-Antoinette Maupertuis. Et puis il a trouvé tout de suite un écho favorable auprès des services de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc Marc Benedetti et Catherine Pierre-Louis qui sont là et que je remercie d'être présents. Et donc grâce à ces financements, nous avons pu monter un projet qui est à l'interface de la recherche fondamentale très pointue, très érudite, notamment construite autour des travaux qu'avait dirigé Jean-André Cancelliere pendant plus de 20 ans au sein de l'université et du laboratoire LISA, c'est-à-dire qu'on était parvenu à une certaine maturité scientifique lorsqu'on a déposé ce projet, et qu'il était temps de transférer en fait toutes ces connaissances accumulées par les chercheurs à Corté au public le plus large possible. Et donc pour ce faire, on a fait le choix de cette édition numérique de ce texte fondamental que Jeanne vient de présenter, de Giovanni Della Grossa, et en liant ça à une valorisation sur le territoire, une valorisation du patrimoine médiéval de la Corse, qui est un patrimoine riche mais peu connu. Moi, ça a été un bonheur absolu de travailler pendant 2 mois quand même, pour essayer en fait d'adapter sur le chemin, un chemin bordé de rochers, donc sur le retour de Capoul, pour retourner à l'accueil. Et donc voilà, ça a été très enrichissant pour moi. Là maintenant, ça fait 2 étés que les visiteurs profitent de l'exposition. C'est plus de 50 000 personnes qui en profitent. Ce que j'avais dit à Vanina, j'ai dit, tu veux qu'on la voie, et là au moins on a des visiteurs qui viennent. Donc, c'est vrai quand les retours, ça fait plaisir, parce que quand je fais le tour des sites, je me mets toujours un peu en catimini comme ça et je regarde, les gens s'arrêtent, les gens regardent. Et l'idée, c'était aussi de faire une ouverture vers l'extérieur. Donc nous, on a notre patrimoine, les gens viennent visiter les sites, mais montrer qu'il y a aussi autre chose et d'inviter les gens à aller voir aussi autre chose, qu'on a un patrimoine qui est riche, qui est très peu connu, surtout les visiteurs qui viennent à la saison, et les Corses aussi, puisque eux aussi redécouvrent leur pays. Ils sont étonnés de voir tout ça, ils sont vraiment étonnés, et à chaque fois on a des retours super positifs, et voilà, ça fait très plaisir de voir. Bon après, en plus pour moi c'est un support formidable, parce que comme je reçois des scolaires, et pas que des scolaires, ça me permet d'avoir un support sur place pour avoir des compléments d'information. Quand je parle du château, après on parle des églises piévanes. Regardez, là il y a le tableau. Donc, en fait, je m'adapte et je réadapte les visites continuellement avec un super support. Voilà. Donc pour moi en tout cas ça a été beaucoup de bonheur. Merci, nous aussi, on est vraiment très contents, parce que c'est précisément l'effet qu'on voulait créer, c'était un effet de profusion, c'est se dire mais en fait il y a tout ça, et voilà, et donc ça a fonctionné. Alors dans la continuité, on a, en lien avec la création de la salle immersive à l'université, à l'UMR LISA, on avait développé un projet en lien avec l'utilisation de la modélisation
en 3D en archéologie. Et on a contacté un laboratoire spécialisé qui dépend de l'Université de Bordeaux, Archéovision. Donc c'est leur plateforme de développement de la 3D appliquée à l'archéologie. Et la direction du patrimoine et donc du service archéologie du patrimoine nous a donné l'autorisation, et était d'ailleurs ravie, qu'on fasse la modélisation du site de Capoul. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas le site, et bon, il faut avoir un peu l'œil pour voir tout l'intérêt. Mais là on voit tous les vestiges, mais surtout, ces vestiges ils sont couverts de maquis, enfin, de végétation. Et il y a un projet en ce moment de reprise de fouilles sur le site de Capoul, qui est un des seuls sites publics et visités, et donc qui peut faire l'objet vraiment d'une étude de fond, de fouilles programmées. Voilà comment est le vrai site. Donc nous aussi on travaille beaucoup pour soutenir le développement de l'archéologie médiévale en Corse, parce que c'est un de nos buts. Hein. Et voilà, donc on est assez content de ce résultat, et qui permettra aussi de la valorisation, Chantal. Donc si je veux dire quelques mots sur ce que vous pouvez utiliser, vous, à partir de ce modèle 3D. Oui, donc là, c'est vrai que c'est pas forcément parlant, mais quand on va sur l'ordinateur, se promener en ayant la démaquisation numérique, c'est juste c'est juste le génial, le fantastique. Donc ça permet de tourner dans tous les sens, de voir les massifs, les gros rochers, puis les murs, comment ils s'adaptent. Donc de vraiment bien comprendre le site, et après aussi de proposer des restitutions. Voilà, parce que oui, parce que pour les enfants et pour le grand public en général, hein, il faut expliquer pour eux les châteaux, c'est des contes de fées, hein, avec, comme dans les bandes dessinées. Il y en a très peu qui ont idée de la façon dont ont pu être conçus les châteaux corses. Donc voilà, proposer des maquettes, des restitutions et ce matériel en 3D, cette numérisation, c'est fabuleux, surtout que nous, on va avoir bientôt un centre d'accueil qui va être beaucoup plus spacieux. On va avoir une salle de projection, plus une salle d'animation de 100 mètres carrés. Donc pour moi, voilà, c'est un outil extraordinaire. Et de pouvoir aussi proposer la numérisation, d'expliquer en faisant des restitutions, comme on voit dans les châteaux, hein, sur le continent, hein, avec tac, 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 les murs qui se rajoutent. Voilà, c'est absolument génial. Donc sur le site internet, en lien avec ce projet, on trouve toutes les informations, enfin une petite fiche de synthèse sur le site, sur le château, l'histoire des seigneurs, les biancolages qui sont liés à ce château, qu'on retrouvera dans la chronique, et puis toute la méthodologie de modélisation, et on finit sur le travail de Chantal avec les scolaires. Alors par exemple, on pourra maintenant, le tout c'est de constituer une équipe scientifique d'archéologues, nous on est historiens. Donc moi je ne peux pas me lancer dans une proposition de restitution. Mais sur place, on a des gens qui sont intéressés, et maintenant qu'on a le modèle, on peut jouer à mettre les élévations, rebâtir la tour, etc. Ça peut faciliter aussi la création d'une maquette. Parce que la maquette, c'est pas has-been, quoi. La maquette, c'est très utile pour parler aux enfants. On a un musée à Lévis qui pourrait abriter la maquette avant le centre d'interprétation, Donc il y a plein de pistes possibles. Nous identifions tous les noms propres, donc en deux catégories principales, hein, les anthroponymes et les toponymes, et nous leur affectons une entrée dans la base de données, de sorte à ce qu'il soit visible concrètement sur le résultat de l'encodage. Anthroponyme, lien hypertexte en bleu, toponyme, lien hypertexte en rouge. Chacun de ces liens renvoie à du contenu. Si je clique sur l'onglet traduction dans le bloc opposé, nous voyons tout l'intérêt du dispositif, puisque nous avons en regard traduction et transcription pour une consultation aisée. Et les repères de subdivision dont nous avons parlé il y a un instant sont autant de repères de lecture pour faire correspondre transcription et traduction. Nous avons ici la possibilité de consulter par profondeur de zoom chacun des facsimilés de la chronique. Nous avons la possibilité de passer d'un feuillet à l'autre grâce aux flèches présentes sur le sélecteur, barre sélecteur située en dessous de chaque contenu de bloc, ou simplement par les touches flèches du clavier. Un outil de cartographie
nous a permis de reconstituer une carte globale à partir des 39 rouleaux du plan Terrier, ce à partir d'une méthodologie de stratigraphie tout simplement, telle qu'on peut le faire sur un outil SIG par exemple. Et nous avons pris soin particulier au traitement des jonctions, de sorte à nous retrouver sur un document aussi précis que possible. Sur les quelques points que j'ai évoqués concernant la méthode d'encodage et surtout la définition des stratégies ayant amené à la conception de cette interface par la réalisation préalable du prototype. Et comme je vous le disais, l'organe majeur de restitution du XML, les feuilles de style XSL, dynamiques, permettant la présentation d'un fichier brut sous la forme d'une page web conventionnelle. Voici un échantillon de l'encodage. Tout cela est reproduit à l'identique sur les 650 feuillets du document d'origine. Nous voyons la subdivision ici, telle que j'en parlais tout à l'heure, avec P matérialisant les alinéas, LB pour les sauts de ligne, et puis l'encodage sémantique, dirais-je un peu abusivement, c'est-à-dire extraction des noms propres, extraction onomastique, par les balises place name et person name. Alors juste une précision, on a été formés, tous les chercheurs, on a pu se payer une formation de l'école des chartes à la TUI, qui a été très intéressante mais très déprimante parce qu'à la fin de la formation, quand on a compris, on a été content d'avoir quelqu'un comme Marc Bonan qui était enthousiaste à l'idée d'encoder les 650 feuillets, mais la formation nous a permis quand même d'avoir un langage commun parce que vous voyez comme c'est complexe, et de comprendre, nous, en quoi consistait une technique d'encodage et ce qu'on voulait vraiment encoder, ce qui allait nous servir, et notamment Lucie Harrick, on a encodé par exemple les interpolations, on savait qu'on voulait les noms de personnes, les noms de lieux, etc. Voilà, je ferme la parenthèse, mais donc on a eu une formation d'une semaine. C'est important de l'évoquer parce que ceci nous a permis aussi de faciliter le travail de préparation, l'apprêtage des données. Et ceci n'était pas une mince affaire, parce que l'ensemble des données avait été constitué avant que nous en parlions dans le cadre d'une stratégie, ça aurait posé quelques difficultés, ne serait-ce que dans le transfert des textes déjà mis en forme. Puis ensuite un glossaire qui possède actuellement quelques entrées. Son articulation est très simple. Présentation du vocable par ses variantes éventuelles et surtout par sa définition. C'est un outil ouvert parmi les collaborateurs, c'est-à-dire que chacun pourra intervenir au gré de son champ, de son domaine de compétences pour l'explicitation d'un terme dont la signification serait ambiguë, puisqu'un terme peut être employé de différentes manières selon le contexte à l'intérieur même du corpus. Et donc là, c'est un point très important dans notre collaboration avec les linguistes, notamment, parce qu'il y a aussi, ça paraît être anecdotique, mais c'est fondamental pour comprendre la pensée politique de l'auteur, et puis pour réfléchir aussi à sa formation intellectuelle, et puis à la terminologie corse, parce que on l'a pas dit, la chronique elle n'est pas en corse, elle est en italien, c'est du vulgaire. Mais elle est écrite quand même par un Corse du XVe siècle, et donc il y a quand même une recherche, on espère qu'on va pouvoir développer justement une recherche sur la langue de Giovanni Della Grossa grâce à ces nouveaux outils et grâce à cette collaboration.